Salut, chers apprenants. C'est M. Silla. Aujourd'hui, on va traiter le chapitre philosophie et sciences. Bon, il parle de philosophie et sciences, parle d'une très longue histoire, parce qu'auparavant, on ne pouvait pas dissocier la philosophie et la science. Parce que, comme nous le témoigne Aristote dans la métaphysique, la philosophie est la réalité du savoir. C'est la science de la totalité du savoir, une science universelle. Ce qui veut dire tout simplement que la philosophie était une forme de pensée qui est encyclopédique, qui englobait les sciences, qui englobait les connaissances. C'est la raison pour laquelle on parlait de la philosophie étant la mère des sciences. C'est pourquoi on ne pouvait pas différencier les philosophes, les tout premiers philosophes et les tout premiers scientifiques. Est-ce que nous pouvons prendre le cas de Pythagore? Prenons le cas de Pythagore, l'accord de Samos. Vous le connaissez dans le cadre de la philosophie, mais également, vous le connaissez dans le cadre de la science. Pythagore, celui qui a théorisé ou qui a mis en place des théorèmes qu'on appelle le théorème de Pythagore, mais également, si vous connaissez l'histoire de la philosophie, vous êtes censé savoir que Pythagore est l'inventeur du mot philosophie. C'est le créateur du mot. Prenons l'exemple également de Thalès. Thalès de Milet. Thalès fait partie des tout premiers philosophes, comme le témoigne Aristote dans la métaphysique toujours, qui dit qu'en effet, c'est l'étonnement qui poussa aux premiers penseurs, aux premières spéculations philosophiques. Alors, ces tout premiers penseurs-là, tels que Thalès, ses disciples, on peut citer Anaximène, tous ces penseurs-là étaient à la fois, on ne peut pas les dissocier, on ne peut pas les séparer, en tout cas, de leur casquette philosophique et leur casquette scientifique. Alors, vous avez appris également, surtout dans le programme sénégalais en classe de troisième, vous avez appris ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Mais pourtant, Thalès fait partie également de ceux qui ont fait la remise en question du discours mythique, c'est-à-dire ceux qui ont donné naissance à la philosophie. Parce qu'on dit que la philosophie est née du mythe et contre le mythe, c'est-à-dire c'est pour une remise en question du discours mythique de la philosophie dans le jour. Donc, les tout premiers philosophes étaient également des mathématiciens, Pythagore, Thalès, étaient également des astronomes, étaient en tout cas des philosophes, comme la philosophie est la mère de la philosophie est la science de la totalité du savoir. Dans la définition même étymologique du mot philosophie, on était censé savoir que la philosophie est composée de philéine. Le mot est formé de philéine et de sophia. Et nous savons que philéine signifie amour, l'amour qui signifie un manque. Comme le définit Socrate dans le banquet de Platon, l'amour est un sentiment qui traduit en désir. Alors, on ne peut désirer que ce que l'on n'a pas encore. Dit en ce terme, l'amour n'est ni un dieu, ni un monstre, mais plutôt un démon, une nature intermédiaire entre Boros et Pénia. Alors, pour dire que donc, le mot philosophie, le philéine signifie amour. Oui, Maudou Cham, vous devez interagir. Maudou Cham, vous avez une question. Maudou, on vous écoute. Bon, si Maudou ne réagit pas, on continue. Donc, philéine signifie amour. Alors, vous parlez l'histoire du mot philosophie. Philéine signifie amour. Alors, Sophia traduit la sagesse. Dans un entendement moderne du mot sagesse, alors, on peut avoir une conception antique. La conception antique du mot sagesse, alors, permet de comprendre que la sagesse était d'abord, dans le passé, un art de vivre. Était sage, celui qui connaissait beaucoup de choses. C'est pourquoi même Amadou Ampateba témoigne qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce que le vieillard est un sage, il connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de choses de par son expérience, il connaît beaucoup de choses de par son vécu. Mais dans la conception moderne du mot sagesse, la sagesse signifie qualité de la connaissance. Comme le définit Descartes également, j'entends par la sagesse, non pas par la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance. C'est-à-dire que, entre autres, la sagesse se définit par la connaissance des choses. Donc, si la sagesse moderne se définit comme étant la parfaite connaissance des choses, donc philosophie est discipline qui veut tout connaître. C'est-à-dire, la philosophie cherchera à tout connaître, à tout saisir. Et il n'y a pas de limite dans le domaine de la philosophie. Maintenant, à partir du XVIIe siècle, il va y avoir une évolution. Parce que n'oublions pas qu'avant la naissance de la philosophie, il y avait des formes de pensée telles que la religion, telles que le mythe, qui en tout cas expliquer le monde, expliquer notre origine à travers des considérations dogmatiques. Maintenant, la philosophie a révolutionné les choses et que les philosophes ont tout simplement montré, en réalité, la recherche de la connaissance a comme centre la raison et non la foi. Si la raison est considérée comme le centre de la recherche de la connaissance, donc la philosophie a donné place à la raison, là où la
foi dominée. C'est pourquoi Kant dit que j'ai dû abolir, j'ai dû abolir ma foi pour laisser place à ma raison, pour donner place à la raison. Donc, pour dire tout simplement que pour Kant, la raison a dominé, a commencé à dominer la philosophie. Oui, Anta, vous avez levé la main. Anta, si ce n'est pas par inadvertance, il faut ouvrir le micro. Anta, d'accord, elle est partie. Donc, le mot sagesse, je dirais, renvoie à la qualité du savoir. La- C'est ce qui veut dire que la philosophie est la science universelle, c'est la mère des sciences. Et, comme le dit Aristote dans cette pensée aristotélicienne, qui tout simplement fait de la philosophie une forme de pensée encyclopédique. Mais le 17e siècle sera, à partir du 17e siècle, il va avoir tout simplement une nouvelle orientation. Les formes des sciences vont naître dans la philosophie et deviennent tout simplement beaucoup plus canoniques, beaucoup plus explicatives, beaucoup plus claires. Alors, on peut parler des mathématiques, on peut parler de la biologie, comme avec le cas de Claude Bernard. Alors, il y a Ante B qui pose une question. Pourquoi dit-on que le mythe est une croyance? Oui, le mythe est une croyance. Pourquoi? Et une croyance, nombre de penser tout simplement, tout simplement qui pousse aux croyants, aux membres, tout simplement d'y adhérer sans arrière-pensée, sans réflexion. Parce que le mythe était une explication de l'univers, mais qui était basée sur l'existence des personnages surnaturels. On parlait par exemple d'Ewol. Ewol était le dieu vivant selon la mythologie grecque. Mais on n'a jamais vu Ewol, on n'a pas vu quelqu'un qui a vu Ewol. Donc, la seule chose que les gens pouvaient avoir du mythe, c'est de croire à l'existence de ces dieux-là. Donc, c'est une forme de croyance. Il faudrait croire, par, accepter sans pour autant remettre en question. Si vous êtes satisfait, on peut continuer. Merci de faire signe si vous êtes satisfait de la réponse fournie. Donc, je disais que par sagesse, on entend la science, la totalité du savoir. Donc, la philosophie elle devient une forme de pensée canonique. Il devient une forme de pensée, excusez-moi, encyclopédique. Mais à partir du 16e siècle, jusqu'au 19e siècle, la science commence à gagner du terrain, à devenir beaucoup plus canonique. Et j'ai dit, c'est le cas de la biologie de Claude Bernard, les mathématiques, les sciences expérimentales, entre autres. Il y a des formes de pensée, il y a des sciences qui se détachent de la philosophie. Ainsi, c'est ce qui a donné naissance même à une forme de pensée ou un groupe de penseurs qu'on appelle les scientistes. On les appelle des scientistes. Ces scientistes-là pensent tout simplement, c'est à partir du 9e siècle, il y a la naissance du scientisme. Alors, ces scientistes, tout simplement, vont croire à la science. Puisque ce que la science nous donne nous satisfait et que c'est justifié, c'est corroboré de preuves, de telle sorte qu'on ne peut pas se livrer à une discipline qui reste un vain bavardage. Et que ces scientistes-là, tout simplement, il n'y a de connaissance, celle scientifique. Tout ce qui découle de la science est une connaissance. Alors, parce que la philosophie, comme le dit même un philosophe du nom de Karl Jaspers, alors il est philosophe, il nous dit tout simplement, Karl Jaspers nous fait savoir tout simplement que quiconque croit à la science, le pire est que la philosophie ne fournit pas de résultats objectifs au savoir qu'on puisse posséder. Les sciences ont conquis les domaines du connaissable, malgré l'effort fourni par les millénaires. La philosophie n'y a pas réussi. À l'opposé des sciences, la pensée philosophique ne paraît non plus progresser. Nous en savons certes plus qu'Hippocrate, mais nous ne pouvons pas prétendre avoir le goût de dépasser Platon. C'est seulement son bagage scientifique qui est inférieur au nôtre. Donc, c'est dit tout simplement, il veut dire tout simplement par là que la philosophie n'évolue pas, elle ne progresse pas. Pourquoi? La philosophie est une réflexion tout simplement intellectuelle et qui, se- qui est fondée sur la remise en question permanente. C'est lui-même, il le dit. En philosophie, les questions sont beaucoup plus essentielles que les réponses. Et chaque réponse donnée est le point de départ d'une nouvelle question. Et on se rend compte, d'une certaine mesure, que l'activité philosophique ne nous permet pas d'évoluer dans notre recherche de connaissances. Quoi? Parce que chaque réponse fournie est accompagnée d'une insatisfaction au point que le philosophe pose une nouvelle question. Alors, c'est dans ce sens-là, un philosophe également, du nom de Karl Marx également, alors, il y a Karl Jaspers, mais également il y a Karl Marx. Marx, si vous connaissez bien et sa philosophie, Marx est un matérialiste. Il fait partie des catégories des philosophes qui sont des matérialistes. Marx croit tout simplement que jusque-là, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, alors qu'il s'agit de le transformer. Parce que pour Marx, le monde a besoin plus d'action, plus de transformation. Alors que les philosophes sont tout simplement dans l'aspect spéculatif ou la théorie. C'est dans ce sens-là qu'on pourrait tout simplement
comprendre les dires de Marx, il dit que c'est Marx qui pense tout simplement que les idées philosophiques en réalité doivent concourir à changer concrètement le monde. C'est-à-dire que la philosophie doit être une activité utile, une activité qui tout simplement va répondre à nos préoccupations qui revêtent du monde sensible. C'est pourquoi il dit la philosophie devait être ramenée du ciel à la terre. Pour Marx, on doit ramener la philosophie du ciel vers la terre, c'est-à-dire qu'une philosophie qui n'est pas trop dans l'idéalisme, qui n'est pas trop dans la spéculation, mais une philosophie utile, une philosophie pratique, une philosophie qui pourrait répondre à nos premières, à nos préoccupations. C'est dans ce sens-là que même certains philosophes ont pu voir aujourd'hui qu'il y a tout simplement une absence de pratique, il y a une absence d'action dans la philosophie. Certainement, parce que comparé à la science, pas du 19e siècle, on va voir une activité qui est appelée la science, qui est née dans la philosophie, mais qui se distingue de la philosophie. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a remarqué une différence entre la philosophie et la science. Et que par science, nous entendons l'ensemble des théories et des systèmes aboutissant à des réponses concordantes. Alors, le rappel ne doit pas être trop long. Après, on commence l'exercice. D'accord. On va commencer les exercices parce que je ne dois pas trop vous rappeler du cours, mais c'était important pour que vous puissiez faire la différence entre la philosophie et la science. D'accord. Dans ce sens-là, il faut comprendre également, avant de commencer les séries. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai choisi le sujet 9 de mon fascicule, qui tout simplement dit, peut-on dire que la science est un remède à tous les maux? Pour pouvoir répondre à cette question, parce qu'il va y avoir, aujourd'hui, on va étudier la science en connaissant ses avantages et ses inconvénients. C'est dans ce sens-là qu'on doit un peu aborder la science. La science qui vient de scienza, c'est l'origine du mot. La science vient de scienza, simplement qui signifie savoir. Alors donc, la science est une forme de connaissance qui se veut objective. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à mes élèves que science égale amour. Science égale amour. Et que chaque lettre a une signification. Le A renvoie à une activité. Le M renvoie à la méthodologie, une activité méthodique. Le O renvoie à l'objectivité. L'objectif. Le U renvoie à l'universalité, universelle. Le R renvoie à la rationalité. Pour dire que la philosophie, la science est une activité méthodique, objective, universelle et rationnelle. Donc, il se définit comme étant l'ensemble des connaissances objectives établies d'une manière incontestable grâce à ses résultats probants. La science est composée, accompagnée de preuves tangibles, on l'appelle le domaine de la preuve tangible. Aujourd'hui, la science a répondu à beaucoup de questions concernant les préoccupations, en tout cas entreprises par l'homme. Et alors, les questions, même pour certains, de voir que l'importance de la philosophie reste à revoir, vu ce que la science nous donne. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons axer notre réflexion sur la science. Sur la science, nous allons axer notre réflexion sur la science. Et que vous avez comme sujet, peut-on dire que la science est un remède à tous les maux? Alors, pour traiter ce sujet, l'élève doit commencer d'abord par faire ce qu'on appelle une analyse. L'élève doit commencer par faire ce qu'on appelle une analyse conceptuelle. C'est quoi l'analyse conceptuelle? L'analyse conceptuelle, comme vous avez l'habitude de le faire dans les classes antérieures, l'analyse conceptuelle consiste à faire, à définir les concepts qui concernent le sens du sujet. Donc, le sujet est interrogatif qui dit, peut-on dire que la science est un remède? C'est quoi un remède? Un remède veut dire une solution. Un remède veut dire une solution, un médicament. À tous les mots renvoient à des problèmes, des difficultés. Donc, la philosophie, la science, c'est un remède à nos difficultés, à nos problèmes, à nos préoccupations, d'une solution à nos problèmes, à nos préoccupations. Maintenant, ce qui est important, c'est le tout qui est ici, le tout que vous voyez dans ce sujet. Il y a le tout que vous voyez dans ce sujet. Ce tout-là est très important. Peut-on dire que la science est un remède à tous les maux, nous renvoie sans exception toutes les difficultés que l'homme rencontre, toutes les difficultés rencontrées par l'homme. Donc, dans ce sens-là, on dit que la science, comme le veut le scientisme du 19e siècle, on croit à la toute-puissance de la science. On croit que la science peut répondre à toutes les questions que l'humanité se pose. Mais alors, il est important de savoir, d'ailleurs, dans une réflexion beaucoup plus élargie, que la science arrive-t-elle à nous satisfaire dans tous les sens, dans tous les plans?
Est-ce que la science, je vous donne par exemple, la science nous donne des conduites de vie? Est-ce que la science nous donne des leçons de morale? Est-ce que la science répond à des questions profondes et qui touchent profondément à l'humanité concernant la question de la mort? Nous savons tous que nous allons mourir, mais nous ne savons pas quand, comment et pourquoi d'ailleurs. Et nous ne savons pas également ce qui existe après la mort. Et là, ce sont des questions qui préoccupent l'homme. Et nous devons savoir également qu'est-ce qui est à l'origine même de notre naissance. Parce qu'il parle de mort, parle d'abord de naissance. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi nous existons? Pourquoi notre présence? Pourquoi notre présence et non notre absence? Là, c'est des questions que l'humanité se pose. C'est ce que Emmanuel Kant dit. Ce sont les questions d'ordre métaphysique. Alors, la philosophie également, la science également ne répond pas à des préoccupations métaphysiques. Alors, qui parle de métaphysique, parle de ce qui est au-delà de la physique, la métaphysique, qui renvoie à tout ce qui est au-delà de la physique. Alors, donc, la science répond-elle aux questions d'ordre métaphysique concernant la mort, concernant Dieu? Est-ce que la science nous donne des réponses satisfaisantes, des réponses concordantes, des réponses tout simplement acceptées de tous, partout? Je pense que la réponse est négative. C'est aujourd'hui la raison pour laquelle une catégorie de scientifiques pense que la métaphysique est une illusion. Pourtant, pour les philosophes comme tel que Emmanuel Kant, le philosophe allemand du Königsberg, Emmanuel Kant, Kant nous fait savoir que la métaphysique fait partie du bon fonctionnement de l'esprit. Tout esprit qui fonctionne bien doit s'atteler à des considérations métaphysiques, à des orientations métaphysiques. On nous dit Arthur Schopenhauer est un animal métaphysique. Prenons l'exemple également de Platon. Platon a théorisé deux mondes, le monde sensible, le monde intelligible. Donc Platon accorde une importance beaucoup plus capitale au monde intelligible. On dit même l'homme vivait dans le monde intelligible. Les hommes vivaient dans le monde intelligible. Mais durant son passage, durant leur voyage du monde intelligible au monde sensible, ils ont traversé un fleuve qu'il appelle le fleuve de l'oubli. Mais dès lors, les hommes ont tout oublié. Le philosopher, c'est se ressouvenir. Dès lors, donc, Platon nous dit que le monde sensible est un monde où notre âme, qui vient du monde intelligible, a été capturée. Il dit que le corps constitue une prison pour l'âme. L'âme est sous l'emprise du corps. Et le philosopher, c'est apprendre à mourir. Comment? À se libérer, à permettre à l'âme de se libérer. Platon dit tout simplement que donc, par les dires de Platon, on peut comprendre que ce monde sensible-là est un monde de passage, un monde passager, un monde dans lequel on doit tout simplement apprendre à libérer notre âme pour qu'elle puisse retourner au monde intelligible. Donc, l'idéal, c'est le monde intelligible. Donc, l'objectif, c'est le monde intelligible. Le lieu final, c'est le monde intelligible. Donc, dès lors, il faut comprendre dans le sens que la finalité de l'homme et au niveau du monde intelligible. Donc, Platon accorde beaucoup plus d'importance au monde intelligible, alors que le monde intelligible est un monde métaphysique. C'est pas un monde physique. La science également ne donne pas des conduites, ne donne pas des leçons de morale, j'ai l'habitude de le dire. Et d'ailleurs, c'est l'avertissement que François Rabelais nous avait fait dire que science sans conscience n'est que l'une de l'âme. Parce que je comprends par science, tout simplement, c'est un ensemble de théories destinées à rendre compte des phénomènes. Alors, qui déchiffre les lois de la nature, les lois qui gouvernent la nature, afin de permettre à l'homme de mieux saisir la nature. Mais de par cette saisie de la nature, comme le dit Descartes, grâce aux sciences, l'homme est devenu maître et possesseur de la nature. Non seulement l'homme domine la nature, mais domine la nature. Aujourd'hui, on parle que l'homme domestique la nature. Mais quand l'homme domestique la nature, les premiers hommes s'adaptaient à la nature. Ils s'adaptent à la nature. Aujourd'hui, l'homme adapte à la nature. L'homme transforme la nature. L'homme fait changer la nature pour comprendre que l'homme a un certain pouvoir sur la nature. Mais c'est un pouvoir qu'il ne peut pas contrôler. Alors, Jack, Jim, on vous écoute. Jim, vous avez levé la main. Il faut ouvrir le micro. Il y a Amadou Diagne également. Amadou Diagne, on a vu que le micro est ouvert, c'est fermé. Amadou, d'accord, on continue. Donc, comme on le dit, pour certains, la science ne répond pas à toutes les préoccupations. Oui, ça, Sadio, ça. Pourquoi Harry Bergson dit que la science a besoin d'un supplément d'âme? Oui, c'est ce que j'explique. Parce que, comme nous l'avions dit, la science est un instrument qui permet à l'homme de mieux saisir le monde, de mieux saisir l'univers, afin d'avoir plus d'outils. Mais ces outils-là sont utilisables, utilisés par l'homme. Mais l'homme en question
doit être bien préparé afin de bien l'utiliser, de bien utiliser cet outil. C'est pourquoi je dis que la science a besoin d'un supplément d'âme, parce que la science n'est qu'un instrument, il n'a pas de valeur. Prenons l'exemple du couteau. Le couteau peut avoir double rôle. Alors, quelqu'un peut utiliser un couteau pour égorger un animal lors de la tabaski, lors de fête de Pâques, entre autres. Mais une autre personne, un agresseur, par exemple, peut utiliser un couteau pour poignarder une personne. Alors donc, on dit que la science elle a mis en place euh, ce couteau-là. Il devait être utilisé soit par l'agresseur, soit par celui qui est à la maison pour égorger un animal. Mais les deux actions ne sont pas les mêmes. On a besoin donc tout simplement de permettre à l'homme moralement d'être debout, moralement d'être prêt afin de faire ce qui est bon, ce qui est bien et ce qui est juste. Parce que prenons l'exemple de la bombe atomique. La bombe, elle est créée. Celui qui a créé la bombe, s'il avait pensé sur le poids du danger que la bombe atomique peut avoir, parce que la bombe aujourd'hui, en 1945, a fait tout simplement un ravage au niveau du Japon. On va voir l'attaque qui est faite par les Américains pour attaquer Hiroshima et Nagasaki, deux grandes villes japonaises, et qui a occasionné plusieurs morts pour comprendre que la science a mis en place des bombes incendiaires. La science a mis en place des engins de mort qui, tout simplement, à des claquements de doigts, peut permettre à l'humanité, en tout cas, d'exposer à l'humanité vers un danger. Pour dire que donc la science a besoin d'un supplément d'âme, c'est-à-dire que la science devait être tout simplement accompagnée par une morale, accompagnée par une philosophie. C'est pourquoi Rabelais dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je pense, est-ce que la réponse elle est satisfaisante? Oui, oui. Oui, merci. On va prendre Anta. Anta Bey, un plaisir de vous écouter. Avez-vous une question? Anta qui dit, est-ce que je peux poser une question qui ne concerne pas le cours d'aujourd'hui? Oui, Anta, c'est possible. Mais des fois, ça peut orienter le sens. Exceptionnellement, on peut le faire pour vous. Mais d'habitude, on se fixe des objectifs. Des objectifs. Pour moi, c'est à vous de fixer le programme, le contenu qui doit être fait le prochain cours. Oui, Anta. Maintenant, il faut ouvrir le micro pour poser la question. Anta, oui, Anta, si elle n'est pas prête. Alors, en tout cas, Anta, les questions, les réponses sont pour vous. C'est à vous de poser les questions. Alors, si la prochaine fois, c'est à vous de me suggérer avant la fin du cours, le thème qui doit être traité le cours prochain. D'accord, je disais encore, la science a besoin, comme le dit Jim, ou un sans Sadio, la science a besoin d'un supplément d'âme. C'est pourquoi Rabelais dit, science sans conscience n'est que l'une de l'âme. Parce que la science, comme le dit Descartes, grâce aux sciences, l'homme est devenu maître et possesseur de la nature. La science aujourd'hui a dominé l'univers, dominé le monde, et qu'elle est devenue tout simplement une forme de pensée assez utile, assez importante et qui se justifie. Mais également, elle ne répond pas à toutes les préoccupations. Il y a Anta qui dit, pourquoi la philosophie, elle est, il y a le verbe être qui est sauté, elle est toujours attaquée. Oui, la philosophie, elle est toujours attaquée parce que la philosophie, tout simplement, philosopher, c'est également aller à l'assaut des savoirs. Philosopher également, c'est attaquer. Et que si la philosophie attaque, ou si le philosophe attaque, l'autre camp également va faire très certainement, va riposter. C'est ce qui amène des reproches qui sont faits à la philosophie. Parce que également, elle critique elle-même, la philosophie ne propose pas de solution. Le philosophe ne propose pas, il ne projette pas de savoir. Le philosophe, tout simplement, est quelqu'un qui nous permet d'éclairer le chemin. Alors, dès lors, on comprend que certaines formes de pensée également vont reprocher la philosophie et les philosophes de ne pas avoir une certaine utilité. C'est d'ailleurs la reproche pour le nom de l'Église du Nord de Luther qui dit que la philosophie est la part du diable dans ce monde, le mieux serait de brûler vif Aristote. Ou également, on peut comprendre Caliclès, le sophiste, qui dit que la philosophie n'est qu'un jeu d'enfantillage inutile et dangereux. Alors pour Caliclès, le philosophe est dans un sommeil méditatif. Le philosophe ne peut pas nous donner une chose utile, une chose importante. Dès lors, la philosophie sera attaquée. Donc, premièrement, c'est elle qui... C'est bon, Quentin. Si la réponse est satisfaisante, on peut continuer parce qu'on n'a pas encore fait le contenu du cours de l'exercice que j'ai préparé. Alors, je disais tantôt, alors, d'une manière ou d'une autre, on a essayé de voir là où la science constitue la bienfaisance de l'humanité, ou là où la science également est faillible quelque part.
Parce que le scientisme du 19e siècle veut faire de la science une forme de connaissance tout simplement capable de répondre à toutes les préoccupations. Et on a vu quelque part que la science est très faillible et ne répond pas à certaines préoccupations. Il y a Jim Jack qui lève la main. Jim, il faut ouvrir le micro, Jim. Bon, monsieur, j'ai une question à vous poser. Et Comment le monde intelligible nous oriente dans la vie? comment le monde intelligible nous oriente? Alors, selon Platon, nous vivions antérieurement dans le monde intelligible. Mhm. Tout ce que l'homme connaît dans ce monde sensible, il le connaissait déjà dans le monde intelligible. Tout ce que l'homme fait dans le monde sensible, il le faisait antérieurement dans le monde intelligible. Alors, pour dire que ce monde-là est une copie, ce monde-là, en réalité, c'est un monde où on va refaire, se ressouvenir. D'ailleurs, c'est pourquoi Platon dit que philosophie, c'est se ressouvenir. On va tout simplement se rappeler de tout ce que l'on a fait. Tout ce que l'on fait, on va le refaire dans le monde sensible parce que les choses ont été déjà faites au monde, au monde intelligible. Parce que le monde intelligible, c'est le monde des idées. C'est le monde réellement où l'âme connaissait tout déjà. C'est la raison pour laquelle, tout simplement, ce monde intelligible, le monde intelligible nous contrôle. Parce que ce qui est beaucoup plus important c'est l'homme, c'est son âme. Alors que l'âme ne vient pas du monde sensible. L'âme est du monde intelligible, mais l'âme a été capturée dans le monde sensible. Et que le combat de l'homme, le combat de l'homme, c'est chercher à libérer son âme. Si l'âme est libre, l'âme n'est plus occupée, l'âme n'est plus emprisonnée par le monde sensible. Parce que le monde sensible, c'est le monde des fausses idées, c'est le monde des foules. En tout cas, en réalité, la vérité, n'y est pas la vérité, elle est intelligible. Vous êtes satisfait, Jim? Là, si vous êtes satisfait, on peut continuer. D'accord. Je disais donc, il y a le pour et le contre à poser sur tout simplement le poids, l'importance qui est, ou le pouvoir qui est accordé, qui est alloué à la science. La science, certes, elle est importante. Aujourd'hui, les avancées scientifiques ont permis à l'homme d'évoluer et ont permis à l'homme de mieux saisir son monde et devenir maître et possesseur de la nature. Aujourd'hui, dans certains pays, dans certaines zones, on voit des autoroutes sous-marines, construire des autoroutes sous la sous-marine, là, c'est exceptionnel, c'est une dimension assez scientifique et qui est élevée. Il y a Soukaina Si qui lève la main, Soukaina. Vous aurez le micro pour poser la question. Qu'est-ce que la philosophie et la science ont en commun? Donc, il faut comprendre, comme je l'ai dit dans le passé, qu'on ne pouvait pas dissocier philosophie et science. Parce que toutes les deux sont des formes de connaissances d'emblée qui sont rares, rationnelles, sont des formes de connaissances rationnelles et qui visent la certitude. La philosophie vise la certitude, même si que vouloir la certitude, c'est tuer la philosophie, mais la philosophie, donc, en une autre manière, de se tuer elle-même. La science également vise la certitude. Elles sont toutes les deux des formes de connaissances qui sont rationnelles, qui se basent sur la raison et capables, veulent tout simplement, qui veulent expliquer le monde. Mais la philosophie ne se limite pas à l'objectivité de la science. Mais la philosophie va au-delà de la science. Mais elles sont toutes les deux des formes de connaissances rationnelles, cherchant également à expliquer les phénomènes de la nature, les causes ou les lois de la nature. Si c'est bon, on peut continuer. Il n'y a pas Oui, de questions merci. pour vous. C'est bon, Soukaina? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est pourquoi on a posé ici le pour et le contre pour dire que, certes, la science, les progrès scientifiques ont causé, tout simplement, ont permis à l'homme, tout simplement, de domestiquer la nature, de dominer la nature, ont permis aux hommes, tout simplement, d'avancer, tout simplement, de mieux saisir le monde. Mais il y a quelque part où la science est faillible. Il faut le reconnaître. Certes, que la science a créé la bienfaisance de l'humanité, comme le dit tout simplement Marceline Berthelot, qui nous dit que la science est la bienfaisance de l'humanité. La science a permis à l'homme tout simplement d'évoluer. Parce que non, les premiers hommes vivaient peut-être au niveau des grottes, des huttes, mais aujourd'hui on parle de gratte-ciel. Là, on peut parler d'autoroute sous-marine, tout à l'heure je l'ai dit. On peut parler à 6 mois de grossesse, une femme peut connaître le sexe, il faut porter. Tout simplement, on peut voir beaucoup de choses où la science nous a donné. Aujourd'hui, on parle tout simplement des transgenres. Mais il y a des choses où, moralement, on peut les revoir pour voir est-ce que la science avait tout simplement mis en avant tout simplement la morale, la question concerne la morale, avant d'aborder certaines choses. Alors, donc, on va procéder
tout simplement à l'exploitation du sujet. Et j'ai commencé par dire, la science, là, c'est un résumé, ce n'est pas une dissertation intégrale, les résumés. Alors, par science, nous entendons un système de concepts, là, c'est important, je suis là. Par science, nous entendons un système de concepts, de théories destinées à rendre compte des phénomènes. Donc, vous entendez tout simplement cet aspect objectif de la science et l'ensemble des connaissances objectives. Parce que si par science, nous entendons un système de concepts, de théories destinées à rendre compte des phénomènes, ça renvoie au phénomène de la nature. La science, tout simplement, vous nous expliquez, vous déchiffrer, vous tout simplement déchiffrer les lois qui gouvernent la nature. Nous l'avons aussi défini comme étant une connaissance rationnelle, objective, méthodique et universelle. Alors, méthodique, c'est-à-dire à travers une méthode. Objective, par objectivité, vous avez objet. Objet renvoie au matériel. Universel, là, c'est son caractère universel, c'est-à-dire là, le fait que la vérité scientifique, elle est proposée, elle est acceptée de tous. Tous les idées compétents tombent d'accord sur une vérité scientifique. Aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire dans une manière un peu hilarante, alors je dis à mes élèves que lorsque tout simplement Guédiawaye à Hawaï, de Thiès à Texas ou de Matam à Mumbai, l'eau bout à 100 degrés. Là, c'est des continents différents. Le Guédiawaye, vous connaissez Guédiawaye, si vous êtes sénégalais. Hawaï, là, c'est deux continents différents. Si vous connaissez Thiès, c'est une région du Sénégal. De Thiès à Texas ou de Matam du Sénégal à Mumbai, l'eau bout à 100 degrés. C'est montrer le caractère universel de la vérité scientifique. La vérité scientifique, elle est universelle. Elle est invariable. Elle ne change pas. Elle est acceptée de tous. Tous les esprits compétents tombent d'accord. C'est pourquoi je dis que de Guédiawaye à Hawaï, de Texas à Texas, ou de Matam à Mumbai, l'eau bout à 100 degrés. Donc là, c'est montrer le caractère universel. Aujourd'hui, c'est ce qui a donné une certaine crédibilité à la science. C'est ce qui a donné un certain pouvoir à la science. C'est ce qui a permis à une catégorie d'individus de considérer que la science, par le scientisme, tout simplement, pour nous rendre compte sur tout ce que la science ne nous donne pas n'est pas une connaissance. Parce que la vérité scientifique elle est imposante et elle s'impose à tous. D'accord. Alors, si vous êtes incrédule ou têtu, vous ne pouvez pas tout simplement empêcher l'eau de bouillir à 100 degrés. Il n'y a pas de contre-vérité. Chaque fois que l'on évoque la science, il est toujours question de sa valeur. Eh bien, là, c'est une question. Là, elle est importante. Chaque fois qu'on évoque la science, il est toujours question de sa valeur. Oui. Parce que par valeur, dans les grandes interrogations philosophiques, vous avez appris une interrogation qu'on appelle l'interrogation axiologique. Et dans l'interrogation axiologique, c'est l'étude des valeurs. Alors, l'étude des valeurs, l'interrogation axiologique. Dans l'interrogation axiologique, il y a ce qu'on appelle l'étude des valeurs. Alors, j'ai dit tantôt que la science n'est qu'un instrument, ça n'a pas de valeur. La science est utilisée par l'homme, donc dans une certaine mesure, qui doit être valeureux, l'homme, afin d'utiliser la science sous un angle bon, bien, beau et juste. Cette valeur de la science a opposé plusieurs théoriciens de la pensée philosophique, à tel point que nous nous demandons si la science peut résoudre réellement tous les problèmes. Oui, parce qu'il y a des problèmes que l'homme rencontre dont les réponses ne sont pas des réponses pratiques ou des réponses scientifiques, telles que si vous avez un problème avec votre maman. Par exemple, si quelqu'un, je prends l'exemple de Abdaziz Ngom ou de Amadou Diagne, de Abdullah Khat Ndong, de Babacar Sek, Binta Ngom, entre autres, Demba Sek. Si quelqu'un ici présent a un problème avec sa mère, est-ce que vous allez ouvrir le livre d'Albert Einstein? Vous allez ouvrir un livre scientifique afin d'essayer de trouver une réponse, d'essayer de trouver une solution. La science ne nous donne pas des conduites de vie, ne nous donne pas des leçons de morale. La science, tout simplement, ne nous conseille pas de manière très valeureuse. C'est dans ce sens-là qu'on pourrait voir que la science, cette valeur de la science, notamment, va opposer les théoriciens de la pensée philosophique, mais également, une catégorie de penseurs vont considérer tout simplement que la science n'a pas de valeur et ne répond pas à certaines préoccupations. Alors, nous nous demandons si la science peut résoudre réellement à tous les problèmes de l'homme, parce que la science ne répond pas aux questions d'ordre axiologique, mais également aux questions d'ordre métaphysique. Pour certains, ce sont des domaines d'investigation qui sont hors de son cadre. Ce sont tout simplement des réflexions qui sont hors de son cadre, hors de son domaine d'investigation. Autrement dit, un discours scientifique est-il possible
ou encore doit-on faire entière confiance à la science? Est-ce que devons-nous faire recours au scientisme du 19e siècle qui veut tout simplement une forme de connaissance, une croyance, toute puissance, une toute croyance à la toute-puissance de la science? C'est-à-dire que nous devons-nous tout simplement se fier à la science? Devons-nous croire à l'activité scientifique si elle manque de valeur quelque part, si elle ne répond pas à toutes les préoccupations que l'humanité se pose? Alors, c'est pourquoi dans le deuxième paragraphe, on a essayé tout simplement de dire la science, en tant que connaissance rationnelle, est valable pour tout homme, parce que l'homme est un sujet rationnel. L'homme est un sujet conscient. Donc, la science en tant que connaissance rationnelle est valable pour tout homme, quelle que soit son origine. Elle a permis à l'humanité d'accomplir d'importants progrès grâce aux performances qu'elle réalise. La science a permis à l'homme de domestiquer la nature, c'est ce que je disais tantôt. Elle est l'une des composantes essentielles de la culture moderne. Elle offre à l'homme un pouvoir en le plongeant par la technique. La science est l'ensemble des savoirs par scienza. La technique, technique est l'ensemble, n'est-ce pas, de savoir-faire. Il y a une différence, parce qu'il y a une forme de connaissance qu'on appelle la technique qui va naître de la science, qui est beaucoup plus pointu que la science est composée d'un savoir-faire. La science, c'est un ensemble de savoirs. Par exemple, prenons l'exemple de la théorie d'Archimède. Archimède qui tout simplement nous fait savoir comment un objet peut flotter. Alors, la flottabilité d'un objet. Mais c'est la technique ou le technicien qui aboutit à l'invention ou à la création d'un navire pour le permettre tout simplement en appliquant les lois données par Archimède. C'est les lois données par Archimède. C'est concevoir la construction du navire, c'est une technique. C'est pourquoi on dit que tout technicien est forcément un scientifique. Mais tout scientifique n'est pas forcément un technicien. La technique, c'est une spécialisation dans la science. Un technicien, c'est quelqu'un qui est accompagné d'un savoir-faire. Un scientifique, c'est quelqu'un qui a le savoir. D'accord. La science, en tant que connaissance rationnelle, est valable pour tout homme, quelle que soit son origine. Elle a permis à l'humanité d'accomplir d'importants progrès grâce aux performances qu'elle réalise. La science a permis à l'homme de domestiquer la nature, comme le dit Descartes. Elle est l'une des composantes essentielles de la culture moderne. Elle offre à l'homme un pouvoir en le plongeant par la technique. La science et la technique nous ont rendu, selon Descartes, maîtres et professeurs de la nature. L'homme aujourd'hui déchiffre les lois de la nature. L'homme domine la nature, l'homme domestique la nature. Non seulement l'homme ne s'adapte plus à la nature, mais l'homme adapte à la nature, comme j'ai donné l'exemple de la construction des autoroutes sous-marines. Alors, la science est au service de l'homme. La science nous a permis de saisir les lois et les mécanismes qui gouvernent le monde. Certains penseurs ont affirmé que la science, capable de résoudre tous les problèmes de l'homme, c'est ce qu'on appelle le scientisme. Ce qu'on appelle le scientisme. C'est-à-dire la croyance à la puissance de la science. Pour ces penseurs, ce qui n'est pas scientifique ne doit pas être considéré. C'est dans cette perspective que le chimiste français Marcellin Berthelot a pu affirmer que la science est la bienfaisance de l'humanité. La science nous a permis tout simplement de mieux saisir le monde, afin de dominer le monde, afin de mieux saisir l'univers. D'ailleurs, cette considération, cet aspect de la science comparé à la philosophie, alors on va voir que la philosophie ne peut pas être comparée à la science. C'est pourquoi, dit-on, toute compétition entre la philosophie et la science dans le domaine du savoir risque d'être ruineuse pour la première. Parce que, comme je l'ai dit avec Karl Jaspers, il nous fait savoir que la pensée philosophique ne paraît non plus progresser. Pourquoi? Parce que la philosophie, contrairement à la science qui fournit des résultats productifs, les sciences qui ont conquis les domaines du connaissable, la pensée philosophique reste dans la simple spéculation par le questionnement, une parfaite remise en question qui est permanente, qui est inlassable. En philosophie, il n'y a pas de réponse exacte. Comme nous le témoigne Karl Jaspers, il dit que philosopher, c'est être en route. En philosophie, les questions sont beaucoup plus essentielles que les réponses. Et que chaque réponse donne est le point de départ de nouvelles questions. Là, on comprend que la philosophie n'évolue pas. Comme je l'ai dit, Karl Marx nous le témoigne également. La philosophie doit sortir de sa zone, n'est-ce pas, théorique pour aller dans une zone beaucoup plus pratique. C'est ce que prône Karl Marx. On dit qu'on doit ramener la philosophie du ciel vers la terre pour comprendre que les idées philosophiques doivent concourir à changer concrètement le monde, comme les idées scientifiques changent concrètement notre monde. Et nous voyons que la science, la philosophie, beaucoup fois, elle est incapable de le faire.
C'est pourquoi Aristote, dans la métaphysique, voulant répondre à ces détracteurs de la philosophie, pour dire que tout simplement, la finalité de la philosophie reste elle-même. La philosophie a une finalité sans fin. Je le dis dans la métaphysique. Donc, il faut comprendre par là que la philosophie ne peut pas aller là où la science, n'est-ce pas, nous mène. La science nous conduit à un monde beaucoup plus visible. D'ailleurs, ce qui me permettra de boucler cette partie avec les dires de Jean Rostand, qui a fait observer avec beaucoup de pertinence que la science a fait de nous des dieux avant que nous n'ayons la structure de l'homme. C'est-à-dire que la science nous a fait des dieux avant que nous méritions même d'être des hommes. Alors donc, après avoir bouclé ce paragraphe-là, je vous donne l'opportunité de me poser des questions avant de pouvoir répondre à la deuxième partie pour montrer les limites de la science. Alors, il y a Awa Sonko qui pose la question à savoir, monsieur, jusqu'à présent, ce que la philosophie est considérée. Alors, je ne comprends pas beaucoup la question, si vous pouvez la reformuler, mais elle dit, monsieur, jusqu'à présent, ce que la philosophie est considérée. Alors, Awa, je vous suggère de reformuler la question. Alors, il y a Abdaziz Ngom qui lève la main. Abdaziz, Oui, monsieur. oui, je vous écoute. Bon, Mais, le fait que merci de persister. Oui, Abdaziz. bon, le fait que la philosophie n'offre aucun savoir unanime et ne Oui, présente aucun matériel signifie-t-elle qu'elle a une activité sans intérêt? oui, oui. Dans une certaine mesure, on pourrait dire que la philosophie ne nous est pas utile, elle n'est pas utile, elle n'a pas d'intérêt, comparé d'ailleurs à la science. Mais là, c'est dans le domaine matériel. Mais également, il faut voir de notre partie, de notre il y a d'autres choses, d'autres préoccupations, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus profondes, que l'homme ne peut pas outrepasser, que l'homme ne peut pas se passer. Que la science ne répond pas, que la philosophie, et que la philosophie cherche à répondre. Ce sont les questions d'ordre métaphysique et les questions d'ordre. Vous avez besoin tout simplement de situer, de savoir qui vous êtes, pourquoi vous existez. Qu'est-ce qui existe après la mort? Pourquoi la mort? Quel est votre destin? Quelle est votre destinée? C'est des questions que vous devez vous poser et vous ne pouvez pas se passer de ces questions. Alors que la science ne répond pas. Alors que la philosophie a essayé de saisir. Ce que nous allons voir dans la deuxième partie. C'est pourquoi Descartes nous dit que d'ailleurs, c'est probablement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosophie. Pourquoi? Parce que vivre sans philosophie, c'est vivre d'une manière aveuglée, parce que n'oublions pas que philosopher, c'est penser. Donc la philosophie est une activité qui nous permet d'avoir une idée claire, n'est-ce pas? Simplement, c'est un guide intellectuel, mais également, la philosophie constitue un guide moral. Un guide tout simplement qui nous permet de pouvoir saisir des domaines que la science ne peut pas saisir. Si c'est bon, de Aziz, si c'est bon, on peut enchaîner avec un ça. Amadou Oui, Diagne, merci de patienter. oui, c'est bon. C'est bon. Amadou, merci de patienter. Diagne, vous avez un ça, vas-y, un ça. Euh, moi, la philosophie, pourquoi elle passe tout son temps à critiquer la science alors qu'elle-même, euh, selon le sens commun, elle est une activité inutile, inefficace, euh, qui ne répond pas aux questions, aux préoccupations posées par l'ensemble des personnes, quoi, du sens commun. Merci, Aïssa, pour la pertinence de la question. Mais je dirais également, ce n'est pas la philosophie qui critique la science. Au contraire, la philosophie a existé bien avant la science. C'est l'existence de la science et les progrès scientifiques qui ont permis à une catégorie de personnes de penser à reléguer la philosophie au second plan. De penser à mettre fin à la philosophie pour dire tout simplement que la philosophie est inutile. Et dès lors, les philosophes vont nous persuader tout simplement que la philosophie, elle est bel et bien utile et il y a où des domaines de connaissance, reconnaissables que la science ne traite pas, la philosophie prend en charge. D'ailleurs, tout simplement ça. Les philosophes ne cherchent pas à critiquer la science parce que la science, de la manière où elle est formée, elle ne peut pas être critiquée du point de vue de ses preuves. Peut-être on peut critiquer la science sous trois angles. On peut critiquer la science sur ses principes. On peut critiquer la science sur sa méthode. On peut critiquer la science sur son emploi, la pratique scientifique. Nous avons raison, bien sûr, de critiquer la science sous ces trois angles-là. Pourquoi? Parce que la science, de par ses principes, se définit comme étant l'ensemble des connaissances objectives. Mais est-ce qu'une connaissance objective, est-ce que l'objet seulement suffit pour connaître, pour totaliser le savoir? Mais également la méthode. Pourquoi devons-nous critiquer la méthode scientifique? Oui, on critique la méthode scientifique. Pourquoi? Parce que n'oublions pas
En science, les vérités d'aujourd'hui peuvent devenir des mensonges de demain. Donc, pour dire que la science, elle, des fois, et elle a l'habitude de faire des erreurs, elle se rectifie elle-même. Donc, peut-on donner confiance à une personne qui se dédie, à une personne, à chaque fois qu'elle nous dit une chose, elle peut revenir pour, n'est-ce pas, pour dire le contraire. Peut-on donner de la confiance à quelqu'un qui ne nous dit pas une vérité inchangeable? Parce que pour nous, philosophes, la vérité, elle est inchangeable, immuable, voilà, elle est incorruptible. Mais en réalité, tout ce qui est vérité aujourd'hui et qui est capable de devenir un mensonge, en réalité, n'a jamais été une vérité. Une vérité. Une vérité ne change pas. Une vérité demeure immuable, inchangeable, incorruptible. Donc, on peut voir la méthode scientifique, on peut revoir la méthode scientifique pour dire est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que, parce que si c'était la bonne méthode, la science allait nous donner des vérités inchangeables. La science allait nous donner des vérités qu'on ne peut pas changer. Donc, il faut comprendre par là, la méthode scientifique reste à revoir. Et je peux vous donner des exemples. Bien à votre soirée, je de patienter 1 minute. D'accord. Je vais vous donner des exemples. Prenons l'exemple de l'atome. L'atome a été considéré pendant longtemps comme la plus fine des particules. Maintenant, on revient pour dire que l'atome, n'est-ce pas, est divisible en trois parties. On peut voir les électrons, les protons, les neutrons. On peut parler également de la science. Nous avons plongé dans ce qu'on appelle le zéocentrisme. C'est-à-dire qu'on a cru pendant longtemps que la Terre était le centre de l'univers. Mais c'est cette même science-là qui revient pour nous parler de l'héliocentrisme. Dans Hélios, vous avez le Soleil. Vous considérez que le Soleil est le centre de l'univers. On reconsidère les faits. Donc, la science, elle se corrige, elle se rectifie sans cesse. Donc, est-ce qu'elle possède la vérité? Est-ce qu'elle n'est pas dans le tâtonnement? Donc, les philosophes ont raison de critiquer la méthode scientifique. Prenons exemple l'emploi. L'emploi, c'est tout à l'heure ce que je parlais. C'est une science qui n'a pas de valeur. Une science qui n'a pas de valeur, une science qui tout simplement ne permet pas à l'homme de faire de bons actes, de faire en tout cas des choses qui sont humainement faisables, des choses tout simplement qui revêtent de la morale. Alors, là, on a donné l'invention des bombes incendiaires, la création des engins de mort, tout simplement des transgenres, les OGM, tout simplement les mutilations, entre autres, tous les dégâts que la science a causés. On peut parler également des pollutions des gaz à effet de serre qui favorisent tout simplement le rayonnement l'apparition des rayons ultraviolets qui causent des cancers, entre autres. L'élargissement du taux d'ozone. Alors, si vous êtes satisfait par la question, on peut aborder, je pense qu'il y a Diana Soare qui voulait intervenir. Alors, Amadou Diagne, Abdaziz Ngom, merci. Amadou Diagne. Merci, bravo. Je voulais savoir la définition. Bon, c'est que c'est le monde intelligible. D'accord. Le monde indélisible, c'est le monde de l'au-delà. Alors, c'est Platon qui a théorisé le monde indélisible. Par exemple, dans le langage aristotélicien, on peut parler du monde suprasens sensible. C'est-à-dire, c'est le monde des idées. C'est le monde où C'est le monde qui n'est pas le monde matériel comme le monde où nous sommes. C'est un monde des idées, c'est le monde où vivait l'âme antérieurement. C'est ce qu'on appelle le monde intelligible. C'est le monde de l'au-delà. Parce que d'être un bon nombre de pensées après la mort, l'âme va rejoindre l'autre monde. L'autre monde que l'âme va rejoindre, c'est le monde intelligible. Si par exemple vous êtes croyant ou musulman, on nous dit que quand quelqu'un décède, on dit quand quelqu'un est décédé, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça veut dire tout simplement que son âme avait quitté un lieu et va retourner dans ce lieu-là. Pour dire tout simplement, ce lieu-là, le monde invisible, c'est le monde des choses immuables, le monde des choses inchangeables, le monde de la vérité, le monde incorruptible d'ailleurs. Si Amadou vous êtes satisfait, on peut passer à une autre personne. Amadou, d'accord, d'accord. On peut passer à Jainaba. Jainaba, soirée. Oui, Oui, monsieur, j'ai une question à vous poser. oui, Jainaba, je vous écoute. On peut dire qu'une théorie scientifique est définitivement vraie. Les théories scientifiques sont définitivement vraies. Oui, les scientifiques, oui, est définitivement vraie. Bon, je pense que la réponse, elle est négative. Mais si les théories scientifiques étaient définitivement vraies, la science n'allait pas se rectifier. Et pourtant, elle se rectifie, elle cherche toujours à se parfaire. Donc, ce ne sont pas des vérités définitivement vraies. On les appelle des vérités du moment. C'est bon? Alors, il y a une question en bas. D'accord. Il y a Marie-Pierre qui pose, est-ce que la philosophie et la science ont des rapports? Oui, bien sûr. Je le dis tantôt. La philosophie et la science sont deux formes de connaissance rationnelle. Deux formes de connaissance par ceux qui cherchent à saisir le monde, cherchent à nous donner des explications du monde. Et elles se basent sur
rationalité sur la raison. Donc, ce sont deux formes de connaissances qui ont des rapports. Premièrement, ce sont des formes de connaissances qui visent à expliquer le monde, qui visent à expliquer les connaissances, les phénomènes du monde, mais également, dans leur méthode, il y a ce qu'on appelle la rationalité qu'elles partagent. Ce sont toutes les deux des formes de connaissances rationnelles. Alors, il y a Abdul Aziz Ngom. Abdul Aziz. Oui, oui. D'accord, on va prendre un dernier intervenant avant d'aborder la deuxième partie. Bon, tout à l'heure, je vous ai entendu dire, est-ce que la science peut, la science peut résoudre tous les problèmes humains? Oui, c'est la question d'ailleurs du sujet. Est-ce que Oui. la science peut remettre à tous nos problèmes? Alors, pour les scientifiques, la science est une solution à tous nos problèmes. On peut se livrer à la croyance de la puissance de l'activité scientifique. Mais il faut savoir que la science elle est faillible quelque part. Il faut savoir qu'il y a des zones que la science n'aborde pas. Il y a des zones que la science, tout simplement, des connaissances que la science n'explique pas. C'est là où je parle des connaissances axiologiques, des connaissances métaphysiques. La science ne nous donne pas des questions de conduite de vie, ne nous donne pas des leçons de morale, mais également, elle ne répond pas à certaines préoccupations qui sont d'ordre métaphysique, c'est-à-dire la compréhension de la mort, le sens de la vie, euh, après la mort, c'est-à-dire le destin de l'homme et sa destinée. Des réponses, si elle nous donne des réponses, ces réponses ne sont pas satisfaisantes. N'oublions pas que la science avait théorisé, a voulu expliquer l'origine du monde par la théorie du Big Bang. La science également a parlé sur l'origine des espèces, comme étant un être évolutif, un être qui a pu évoluer. Mais toutes ces connaissances-là, ces réponses données par la science n'étaient pas des réponses satisfaisantes ou des réponses qui ont persuadé toute l'humanité. D'ailleurs, la science, donc, ne répond pas à ces questions-là. Ils sont d'ordre moral, d'ordre métaphysique. La science ne donne pas de conduite de vie. Ne nous pousse pas à avoir un éthique. La science également ne nous permet pas de saisir l'au-delà, ce qui est au-delà de la physique. Alors, donc, je pense on peut expliquer la deuxième partie avant de vous donner encore donc, avant d'ouvrir dernièrement le débat, une question, n'est-ce pas, puisse jaillir, c'est que je suis tellement content quand il y a beaucoup de questions, ça veut dire que vous comprenez de pas à pas, parce que dès que les questions se posent, ça veut dire que les élèves ont des idées du coup. Alors, cependant, il y a lieu de noter, on est là, on est là. Cependant, il y a lieu de noter que l'utilisation de la science pose problème sur le plan moral, ce que je disais tantôt, l'axiologie. La question qui se pose ici est celle de savoir si la science est bonne au point de constituer un remède à tous les maux de l'homme. Non, il serait un peu exagéré d'affirmer que la science peut résoudre tous les problèmes de l'homme. Donc, c'est une exagération de considérer que la science est un remède à tous les problèmes. La science porte sur les faits. Or, l'homme ne peut uniquement se contenter des faits concrets. Nous savons bien que c'est de la philosophie que relève l'existence de Dieu. Dieu est une réalité de l'humanité, de l'âme, de la liberté de l'homme dans le monde et toutes ces considérations. Comprendre tout simplement, donc, la philosophie, la science ne répond pas à toutes les préoccupations de l'homme. Et tous ces problèmes ne peuvent nous laisser indifférents. Même s'il nous est impossible de le résoudre, nous ne pouvons en empêcher de le poser. C'est-à-dire que ces questions sont au-delà de notre existence. Ces questions sont des questions d'ordre qui sont d'actualité. Prenons l'exemple de Descartes. Descartes nous dit, lorsqu'il avait à comparer sa philosophie à un arbre, il a dit tout simplement, si ma philosophie était un arbre, dont les racines sont la métaphysique. C'est là où même je vais m'arrêter. Descartes a dit que si la philosophie, toute ma philosophie était un arbre, dont les racines sont la métaphysique. Je prends la physique. Les autres branches sont la médecine, la morale et la mécanique. Mais pourquoi Descartes accorde une telle importance à la métaphysique? Nous savons tous le rôle joué par les racines pour un arbre. La racine, elle est vitale. Un arbre. Les racines, elles sont vitales. Un arbre ne peut pas vivre sans ses racines. D'ailleurs, même c'est la sève nourricière. C'est tout simplement là où l'arbre doit, n'est-ce pas, puiser n'est-ce pas, sa matière, sa source. Alors, donc, si Descartes dit que si toute ma vie était un arbre dont les racines sont la métaphysique, donne une importance vitale à la métaphysique. Aujourd'hui, la science ne prend pas en compte, en charge, cette question d'ordre métaphysique. On doit se poser également, comme le dit Kant dans la critique de la raison pratique, Emmanuel Kant, on doit se poser la question, que m'est-il permis d'espérer? Que m'est-il permis d'espérer?
Alors, vous tous, élèves en classe de terminale, alors vous êtes prêts à se tenir debout jusqu'au 1er juillet 2025, tenir debout la semaine du 1er au juillet 2025, tout en espérant que vous allez avoir le bac. Mais on n'est pas sûr que nous allons assister, n'est-ce pas, au baccalauréat. Bien sûr, rien n'est garanti que nous allons rester vivants jusqu'au 1er juillet 2025, nous tous. Mais nous espérons quand même, nous nous préparons. Pourquoi? Parce que, en réalité, l'homme peut avoir une espérance sur une chose. Parce que l'homme est un être capable de saisir la métaphysique, comme le dit Aristote. Comme le dit Arthur Schopenhauer, l'homme est un animal métaphysique. C'est-à-dire que cette espérance que nous avons, sa réponse, elle est métaphysique. Mais malgré tout, on ne peut pas manquer à avoir une telle espérance. Alors, si par exemple, qui êtes, vous tous qui sont là, si par exemple, on vous avait dit que le paradis vous est garanti, nous allons peut-être tous mourir aujourd'hui même. Mais il ne nous est pas sûr que le paradis, n'est-ce pas, nous est garanti. C'est la raison pour laquelle on travaille, on est en train de faire, de bien faire, enfin, d'espérer le paradis. Alors, donc, c'est des questions qui concernent la destinée de l'homme, où l'homme doit aller après sa mort. Là, c'est une question, c'est des questions qu'on peut pas, c'est des questions qu'on peut pas manquer, alors que la science ne prend pas en charge ces questions. C'est la raison pour laquelle donc, il est possible, n'est-ce pas, de voir que la science ne répond pas à toutes les questions, mais également, on ne peut pas manquer de se poser des questions où la science est traite. Alors, ensuite, on constate que la science est à l'origine de plusieurs périls. C'est ce que j'expliquais tantôt. Qui pèsent sur l'humanité. On parle des manipulations génétiques, de découverte de l'atome, des déchets toxiques. Là, je l'ai expliqué. Aujourd'hui, on peut parler de OGM. Quand, par exemple, vous achetez au niveau de la boutique, pour ne pas citer, vous achetez un jus, soi-disant un jus naturel. Lorsque vous prenez ça, vous pensez que vous êtes en train de consommer peut-être un jus qui est fait à base d'orange. Alors, lorsque vous allez boire, vous avez l'impression que vous buvez une jus d'orange naturelle avec des morceaux d'orange. En réalité, ce qu'on appelle des OGM. C'est des manipulations. C'est des organismes qui sont génétiquement modifiés. Alors, il y a ce qu'on appelle de l'âme. L'âme a été considérée comme la plus fine des particules. Les décès, alors, tantôt j'ai parlé de la pollution des gaz à effet de serre en parlant de la pollution atmosphérique, mais on peut faire recours également à la pollution de l'eau, n'est-ce pas? Pour dire tout simplement que les navires, les bateaux, entre autres, constituent des dangers pour l'homme. Pourquoi? Parce que ça va gâter tout simplement ça va tuer les ressources halieutiques. Alors, les décès toxiques. On peut parler, c'est pourquoi Henri Bergson souligne déjà le vide moral de nos corps, démesurément gonflés par la science et la technique. La science et la technique nous ont rendus sans morale. La science et la technique. C'est pourquoi Jean Rostand dit que la science a fait de nous des dieux avant que nous méritions d'être des hommes. C'est-à-dire que la science, tout simplement, nous a donné un pouvoir qui est immense, qui est grand, et que ce pouvoir n'est plus contrôlable. L'homme ne peut plus contrôler ce pouvoir. Dès lors, il devient urgent de chercher à contrôler l'homme, que la philosophie est un moyen possible pour contrôler l'homme. C'est pourquoi on parle de supplément d'âme. Alors, Henri Bergson explique déjà le but moral de nos corps, démesurément gonflé par la science et la technique, au vide qu'il faut à tout prix combler par un supplément d'âme. Dans cette perspective, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que la science peut résoudre tous nos problèmes. À ce sujet, Louise Voltaire affirme que les études confirment la grande admiration de la science auquel s'ajoute l'idée peu réalisme, elle est le remède à tous les maux. Mais on constate, c'est certain, une graine, une utilité profondément plus racine. Il voit dans les scientifiques des techniciens froids et sans individualité. Ça veut dire tout simplement qu'il est très nuancé de considérer que la science, il est très compliqué de considérer que la science est un remède à tous nos problèmes parce qu'elle ne prend pas en charge certaines préoccupations, mais ces préoccupations sont profondes. C'est pourquoi d'ailleurs, je peux vous donner comme sujet à traiter peut-être à la maison. Vous dites la science, la philosophie règle-t-elle nos angoisses? C'est une question.
La philosophie règle toutes nos angoisses. Est-ce qu'elle répond à toutes les préoccupations de l'homme? La philosophie, elle, également. C'est quelque chose qu'on peut voir. C'est pourquoi, d'ailleurs, je prends l'exemple de Descartes, de Socrate, le père de la philosophie. Socrate a dit tout simplement qu'il préfère être exposé à la mort que de vivre sans philosophie. Pourquoi dit-il ça? Parce que pour lui, une vie sans pratique philosophique ne mérite pas d'être vécue. On a besoin de la philosophie comme étant un supplément d'âme, mais également un moyen pour corriger la science, un moyen pour vérifier la science, un moyen pour ennoblir la science, rendre la science noble, parce que la science, elle est sans valeur. C'est pourquoi Descartes dit, c'est probablement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosophie. Ou ce que dit tout simplement Jean Piaget, il s'appelle Jean Piaget qui dit tout simplement que la philosophie a sa raison d'être. Et on peut dire tout homme qui ne passe pas par elle demeure incurablement incomplet. Pourquoi? Parce que la philosophie nous permet de voir, va nous éclairer le chemin. Donc, celui qui ne philosophe pas, il est incurablement, de manière qu'on ne peut pas enlever, de manière qu'on ne peut pas guérir, il est incurablement incomplet. Il ne peut pas se compléter. Et ça, on vous renvoie à Bertrand Russell qui dit que celui qui n'a aucune teinte de philosophie traverse l'existence prisonnier. Donc, celui qui ne philosophe pas, il est prisonnier des fausses certitudes. Et c'est ce que Platon explique dans l'allégorie de la caverne. Alors, dans l'allégorie de la caverne, pour ne pas dire le mythe de la caverne, Platon nous fait savoir que celui qui se dégage, qui peut aller voir la réalité et revenir informer les autres, c'est celui qu'on appelle le philosophe, assimilable à un philosophe. Alors, donc, pour dire tout simplement, le philosophe est quelqu'un qui sort du lot, c'est quelqu'un qui se détache afin n'est-ce pas, de nous informer, afin de nous tenir en compte de la réalité. Mais également, comme je l'ai dit tantôt, sur ces trois angles-là, la science sera critiquée sur ses principes, sur sa méthode et sur son emploi par la philosophie pour voir là où la science elle est faillible, c'est là où la philosophie va surgir et c'est là où on va voir toute l'importance de l'activité philosophique. Parce que la philosophie, elle peut nous permettre d'avoir une considération beaucoup plus, en tout cas, valeureuse. C'est pourquoi Platon le dit également, il dit il faut que les philosophes deviennent des rois ou les rois deviennent des philosophes. On préconise que les philosophes doivent devenir des rois ou les rois doivent devenir des philosophes. Pourquoi? Parce que pour lui, le philosophe est beaucoup plus moralement, intellectuellement, à nous guider, à guider nos pas. C'est pourquoi Descartes, donc, le dit, on a besoin de la philosophie. Pas pour régler notre vie, pour conduire nos mœurs. Descartes dit que les bêtes brutes n'ont que leur corps à nourrir, mais l'homme, lui, il a un esprit à nourrir. Et l'esprit se nourrit de la réflexion, alors que la philosophie, c'est elle qui nous a donné, qui nous a imposé la réflexion. Donc, en définitive, nous disons que la science en tant que connaissance rationnelle, donne à l'homme la possibilité de maîtriser son environnement. Si elle a permis à l'homme ou à l'humanité d'accomplir beaucoup de progrès grâce aux performances qu'elle réalise et aux techniques qu'elle utilise, ce n'est point l'occasion d'affirmer qu'elle est le remède à tous les maux qui peuvent faner du tort à l'homme ou entraver son épanouissement. Que dirait-on de ces enfants de la science? Parce que la technique, là, c'est pour comprendre dans la définition, ou comme on va voir la méthode de la dissertation, vous y voyez le bilan, le point de vue et la perspective. Donc, je mettrai le bilan en bleu. Alors, je mettrai le bilan en bleu. Il commence en définitive. Tout cela renvoie au bilan. Alors, je mets le point de vue en rouge, c'est bon. Et je vais mettre en jaune, n'est-ce pas, la perspective. Alors, vous avez en bleu le bilan, en rouge le point de vue et en jaune la perspective. C'est bon. En jaune, ça s'arrête ici, la perspective. Alors, donc pour comprendre tout simplement que la science, elle ne répond, la science, malgré qu'elle ait une forme de connaissance rationnelle, donne à l'homme une certaine possibilité
afin qu'il maîtrise son environnement et a permis à l'humanité d'accomplir beaucoup de progrès. Mais elle ne peut pas elle ne peut pas prétendre être la forme de connaissance capable de répondre à toutes nos préoccupations. Il y a des zones où elle ne prend pas en charge, des zones où elle n'évolue plus. Alors, donc, pour dire que la conclusion est composée de trois parties, bilan, point de vue et perspective. Alors, il y a Ante B qui pose, peut-on considérer la métaphysique comme une science? Oui, et connaissance et science, et appeler science tout ce qui est rationnel, toute discipline rationnelle est science. Et de par la philosophie, pour les philosophes, on peut saisir, pour certains philosophes, on peut saisir les connaissances de la métaphysique par la raison. Donc pour certains, la métaphysique est une science. C'est la science qui étudie l'au-delà. Maintenant, pour d'autres, comme les scientifiques qui pensent que la métaphysique est une illusion, parce qu'il n'y a ni de connaissances concordantes, ni de vérité concrète qu'on peut trouver dans l'étude de la métaphysique. Mais pour les philosophes, la métaphysique est une science. C'est-à-dire que si toute une philosophie était un arbre dont les racines sont la métaphysique, et appelée science, forme de connaissance. Et cette question me rappelle, la fois dernière, j'ai posé en classe à mes élèves une question pour dire tout simplement, je leur ai donné un sujet pour dire que la philosophie est la science qui met fin au règne des certitudes. Alors, les élèves me disent que, monsieur, ce sujet, certains élèves me disent que, monsieur, ce sujet ne traite pas philosophie et science. Je dis que la philosophie est la science. Une science, la philosophie est une science, tout comme la littérature est une science, tout comme l'histoire est une science. Toute science est appelée science, toute discipline se veut rationnelle. Mais il y a une différence entre science tout court et science scientifique, c'est-à-dire celle qui aboutit à des vérités pratiques concor- concordantes. Alors, si vous êtes satisfait de temps, alors on va ouvrir le micro dernièrement parce qu'on a fait le résumé, n'est-ce pas, du sujet qu'on a traité. Alors, le temps qui reste, on va donc vous demander de vous donner des questions, n'est-ce pas? On va vous demander de nous donner des questions allant dans le sens du sujet, ou comme si vous pouvez vous lancer à des questions qui sont d'ordre, qui sont des perspectives qui nous permettent de toucher d'autres domaines lors de la séance prochaine. Alors, les micros sont ouverts, le débat est ouvert. Alors, à vos claviers. Je vous écoute. Abdul Aziz. Oui, oui, Abdul Aziz, Oui. je vous écoute. Bon, mais le fait que la science et la technique Mhm. s'offrent à l'homme un savoir et un pouvoir, Mhm. est-ce que cela décrète-t-il la fin de la philosophie? Oui, c'est l'objet c'est ce qu'on se pose. D'une part, d'une part, si on se veut matériel, on se veut des choses qui sont uniquement sensibles, on pourrait dire pour certains, la science nous a satisfait avec la technique au point qu'on peut, qu'on peut reléguer la philosophie au second plan. Mais pour d'autres, non. Pourquoi? Parce que la science et la technique ne répondent pas à toutes les préoccupations de l'homme. Elles sont faillibles quelque part. Des fois, comme je l'ai dit dans leur méthode, dans leur principe, dans leur emploi, elles connaissent des difficultés, elles sont faillibles quelque part, ou comme c'est là où la philosophie elle est importante. Par exemple, prenons le cas de ce qui concerne l'emploi, la pratique scientifique. La science, comme le dit Rabelais, science sans conscience n'est qu'une de l'âme. La science a mis sur place une forme de connaissance, un pouvoir, n'est-ce pas, que l'homme ne sait pas utiliser. Et alors, ce pouvoir retourne contre l'homme. On a besoin de la philosophie comme étant un supplément d'âme. On a besoin de la philosophie comme étant simplement une forme de connaissance capable d'énoblir la science, capable de contrôler la science, capable d'orienter la science, porter dans la science ce qui manque à la science. Qu'est-ce que la philosophie va apporter à la science? Et ce qui manque à la science, c'est les choses d'ordre moral que la science ne traite pas. Et que, ça dit les conduites de vie, les leçons de morale, également le sens de la vie. Également, la philosophie va tout simplement amener dans la recherche de la connaissance, les connaissances que la science ne prend pas en charge telles que les questions d'ordre métaphysique. C'est-à-dire que ce que la science ne nous parle pas, la science ne nous parle pas de la métaphysique. En tout cas, si elle nous parle également, elle ne nous donne pas des connaissances concrètes comme elle l'a fait dans d'autres domaines de connaissances. Oui, Abdaziz, si vous êtes satisfait, on donne le micro à Insa Sadio. Insa? Oui, Oui, Insa. euh, Mhm. la science qui est en constante évolution et qui innove, alors que la philosophie est
toujours les questions du passé sont les questions d'aujourd'hui. Elle n'évolue pas, elle est toujours au même niveau. Et elle se permet aussi de vouloir reprocher les autres formes de connaissances. C'est un peu quand même étonnant, quoi. D'accord, d'accord, hein, ça. Là, peut-être vous parlez dans un sens assez pratique, dans un sens matériel du monde sensible. La philosophie ne peut pas être comparée à la science, parce que comme les philosophes le témoignent seulement que la philosophie n'évolue pas, elle ne progresse pas. Mais il y a un penseur philosophe du nom de Ortega y Gasset, il faut bien maîtriser son nom. Ortega y Gasset nous dit, ce qui vous pose problème dans la philosophie, c'est que la philosophie n'évolue pas, elle ne fait que poser des questions. Comme le dit Carl Jaspers, en philosophie, les questions sont beaucoup plus essentielles que les réponses et que chaque réponse donnée est le point de départ d'une nouvelle question. En réalité, c'est ce qui fonde l'essence de la philosophie. C'est ce qui fait l'essence de la philosophie. Parce que, comme le dit tout simplement Ortega y Gasset, qui dit, la philosophie n'existe ni se justifie le caractère valable de ces solutions, mais plutôt par l'aspect inexorable de ces problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui justifie l'existence de la philosophie, ce n'est pas les questions, les solutions qu'elle aborde, mais plutôt les questions inévitables qu'elle soulève. C'est-à-dire que les questions philosophiques sont les questions inévitables. Ça montre à l'humanité toujours qu'il y a une certaine faiblesse quelque part. La philosophie, tout simplement, est un leitmotiv. La philosophie nous motive. La philosophie nous montre tout simplement qu'il y a tout simplement des zones à corriger. Il y a tout simplement des zones à exploiter. Il y a tout simplement des recherches à faire encore. Pourquoi? Parce que des fois, nous pensons connaître, alors que nous ne connaissons pas. Nous sommes dans cette posture ignorante qu'on appelle une certaine ignorance vulgaire. La philosophie nous libère de cette ignorance. Comment? Parce qu'on peut penser connaître alors qu'on ne connaît pas. Et dès que nous commençons à penser conformément à la philosophie, comme le dit Bertrand Russell, nous voyons que même les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne nous posent des problèmes auxquels on ne trouve que des réponses très incomplètes. Ça veut dire quoi? Là où la philosophie pose des questions, c'est parce que les réponses ne sont pas satisfaisantes, alors que les réponses doivent être satisfaisantes, mon cher. C'est pourquoi Bertrand Russell dit que la valeur de la philosophie doit être en réalité surtout résider dans son caractère incertain. Ça veut dire quoi? C'est l'incertitude qui marque la puissance de la philosophie. La philosophie se veut incertaine. C'est pourquoi dit-on que la philosophie naît dans l'insatisfaction et s'achève dans la déception. Et encore plus, le philosophe est beaucoup plus à l'aise dans l'inquiétude que dans la quiétude. Et il est celui qui transforme en problème les évidences de la foule. Ça veut dire tout ce qui a des solutions aux yeux de l'homme du sens comme aux yeux de notre individu devient un problème pour le philosophe. Il est celui qui transforme en problème les solutions. Alors, ne trouvez pas ça comme un inconvénient, mais c'est plutôt un avantage. Pourquoi? Parce que la philosophie ne pose pas des questions, la philosophie ne soulève pas des questions là où les choses sont claires. Vous n'avez jamais vu un philosophe qui pose une question sur le fait que le bois a 100 degrés. Tout ce que le philosophe pose comme question, c'est parce que sa réponse elle est insatisfaisante. C'est bon? Il ne faut pas dire, trouver des questions comme des entraves, mais les questions sont des moyens possibles pour avoir accès à la vérité inchangeable, indéniable. C'est bon? C'est bon? Ah oui, c'est bon. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, il y a quelqu'un qui lève la main. Allez-y, allez-y. Oui, oui, moi, je voulais savoir quelles sont les limites de la science, en fait. D'accord. Les limites de la science, c'est là où on a parlé. C'est-à-dire que la science, j'ai catégorisé ça en trois catégories. J'ai dit les principes. Pourquoi? Dans le principe scientifique, il y a une certaine limite. Pourquoi? Parce que la science, elle est objective. Elle est l'ensemble des connaissances objectives. Elle n'a affaire qu'avec le matériel. Parce que j'ai dit objective. Par objectif, on a objet. Objet, on a matériel. Le matériel, le concret. Si la science n'a affaire qu'avec l'objet, elle ne peut pas toucher certains savoirs. Elle ne peut pas toucher certains domaines. Elle ne peut pas saisir certaines réalités. Alors que ces réalités existent, telles que les connaissances métaphysiques, telles que les connaissances morales. Parce que l'homme lui-même sait qu'il va mourir, mais il ne sait pas quand, où et comment. Est-ce que la science peut nous dire nettement quand ou comment nous allons mourir et après la mort, quelle est notre destinée? La science ne peut pas nous le dire. Donc, en fait, elle elle ne peut pas répondre à toutes les questions. Et alors, la philosophie, elle est là pour poser des questions. C'est pourquoi, du point de vue principe, j'ai dit que la science connaît des limites. Mais du point de vue également de sa méthode. Pourquoi, monsieur, regardez bien Abdulaziz, chaque fois que vous voyez, il y a des vérités scientifiques qui sont corrigeables et corrigées par la science elle-même. Ils sont corrigés.
Secouris, elle se rectifie, excusez-moi, elle se rectifie. Pourquoi? Parce que la science, elle avait dit que l'atome était la plus fine des particules. C'est elle qui revient pour dire que l'atome n'est plus la plus fine des particules. Alors, peut-être vous êtes un peu jeune, mais moi, j'ai vécu à un temps où on utilisait un médicament qu'on appelait aspirine, n'est-ce pas? Un médicament qu'on utilisait, qu'on appelle aspirine, c'est le même cas avec chloroquine. C'est des médicaments qu'on utilisait, donnés par la communauté scientifique, qu'on utilisait. Et après des études scientifiques réalisées par des scientifiques eux-mêmes, ils nous ont fait savoir que l'aspirine, qu'elle soigne. Donc, mieux vaut, n'est-ce pas, la supprimer du marché. Alors, c'est comme ça ils ont supprimé l'aspirine. Alors, parler de, peut-être de son inefficacité, mais également du danger qu'elle peut causer et que les Africains en prenaient beaucoup. Alors, si par exemple, l'aspirine a tué ou a causé beaucoup de maladies, c'est à cause de la science et de la communauté scientifique. Mais également, du point de vue de sa pratique, parce que, je l'ai dit, les scientifiques tout simplement cherchent à se poser la question du comment créer, alors qu'ils devaient penser à la question du pourquoi que la philosophie prend en charge. Celui qui a créé la bombe atomique, s'il savait ce que la bombe peut constituer comme une menace pour l'humanité, il n'allait pas la créer. Celui qui a créé un couteau, s'il savait que le couteau peut être utilisé par un agresseur pour poignarder une personne, n'est-ce pas, et lui ôter la vie, peut-être il n'allait pas le créer. Donc, on devait tout simplement penser à sensibiliser les personnes, à les moraliser. Socrate l'a dit dans l'apologie. Il dit que j'ai reçu une mission divine, celle qui consiste de réveiller la conscience de mes concitoyens. Autrement dit, le travail pour l'homme, véritablement à faire, c'est tout simplement faire de l'homme un être moralement debout afin de pouvoir utiliser la science. Il faut que l'on prépare l'homme d'abord afin qu'il puisse utiliser les outils scientifiques, parce que la science n'est qu'un instrument, il n'a pas de valeur, c'est un objet, c'est un outil que l'on utilise. C'est pourquoi la philosophie a une importance capitale de sensibiliser, de moraliser, d'éveiller la conscience de l'homme qui est détenteur de cette arme, de cet instrument qui est là, la science. C'est bon, Abdelaziz? Merci. Je vous en prie. Alors, alors, si vous n'avez pas de questions, je serai obligé de mettre fin à cette édition. Et je vous dis également que vous m'avez beaucoup manqué. Alors, durant ce temps où je n'ai pas fait cours à Patana. Alors, cette interaction doit se faire permanemment, mais il y avait mon collègue, mon disciple philosophe, le grand professeur Malan Seydi, qui prend en charge ça. Et que, d'accord, là, je pense qu'il viendra aux capacités, lui, demain également, à partir de 20 heures, de 20 heures à 22 heures. Moi-même, à la maison, je suivais les cours parce que j'étais dans une incapacité de venir faire cours, mais je suivais les cours et j'y participais. Alors, ne vous le faites pas raconter, ne vous le faites pas manquer à tous les cours de Takana. Nous sommes très disposés et disponibles à vous satisfaire. Vos préoccupations, voilà, constituent tout simplement, en tout cas, nos préoccupations. Si vous n'avez pas de suggestions, alors, d'habitude, moi, je demande à mes élèves de me proposer le thème à faire. Parce que le centre d'intérêt, c'est vous. Nous, on vous satisfait. Alors, moi, je peux pas, je peux tout expliquer, je peux expliquer n'importe quel thème. Mais si je choisis, peut-être si les élèves choisissent, ça aurait été en tout cas meilleur. Alors, je vous écoute. Si quelqu'un peut prendre la parole pour les autres, d'en donner des suggestions ou de proposer des thèmes à traiter. Je vous écoute. Abdulaziz? Oui. Oui, Abdulaziz. Abdulaziz, Oui, oui, monsieur. je vous écoute. Bon, j'ai ici un thème à proposer. Oui, lequel? Bon, la philosophie est impuissante face à la misère humaine. Qu'en pensez-vous? Face à la misère humaine. Oui, ce sujet-là, tout simplement, ce qu'on appelle enjeu, finalité, perspective philosophique, c'est un thème. C'est-à-dire, ce sujet parle à la fois de l'utilité de la philosophie. Et je vous dis, hein, pour parler de l'utilité de la philosophie, pour voir la philosophie est utile dans les grandes interrogations que vous avez apprises, dans l'axiologique, dans la métaphysique. Le Ok. reste, elle est prise en charge par la science. Mais également, pour montrer les limites de la philosophie, il faut faire recours à la science et à la technique. Alors, donc, ça parle d'enjeu final de perspective philosophique. Donc, je vous dis à la prochaine fois.
Et à demain, ne ratez pas le rendez-vous avec Monsieur Seydi. Et merci pour votre aimable attention. Ça a été une interaction vraiment d'une importance capitale. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir.